Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer sur la partie automatique linéaire et on va introduire la notion de fonction de transfert. La fonction de transfert, c'est une notion très importante. Elle est très utilisée, que ce soit d'ailleurs en électronique ou bien en automatique. Alors, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas de nous faire parvenir de vos questions, vos remarques, mais aussi n'hésitez pas à nous faire plaisir par la mise de like, par les partages et par vos abonnements. Alors, fonction de transfert. C'est quoi une fonction de transfert? C'est un outil mathématique. C'est un modèle mathématique. Alors, c'est un concept en ingénierie qui permet l'étude de la relation entrée-sortie pour un système linéaire dans le domaine fréquence. Alors, comment elle est obtenue, cette fonction de transfert? Elle est obtenue par l'application de la transformée de Laplace aux équations différentielles qui décrivent la dynamique de notre système, avec évidemment, sous hypothèse de conditions initiales nulles. Il faut toujours présenter qu'est-ce qu'il en est à propos des conditions initiales. Est-ce qu'il faut en tenir compte ou non? Alors, il permet de connaître l'effet, et ça c'est très important, il permet de connaître l'effet d'un circuit linéaire sur un signal sinusoïdal d'entrée. Voilà, par exemple, j'ai un système. Voilà. Il est caractérisé par son équation différentielle et donc par sa fonction de transfert. Et je lui envoie une tension, un signal d'entrée VE de t. Là, représenté par E0 sinus oméga t. Ce signal va traverser le système. Il va me donner la sortie Vs de t, c'est-à-dire S0 sinus oméga t plus phi. Et bien là, il y a deux effets. C'est d'abord le signal a une pulsation oméga, ou bien une fréquence f. Il y a deux effets. Il y a un effet d'amplitude et un effet de phase. Ça veut dire que le signal à la sortie aura une amplitude dégradée, atténuée par rapport lorsque le système est atténuateur, bien sûr. Lorsqu'il s'agit d'un filtre passif, ben, la tension ici va être plus petite que la tension S0 est plus petite que E0. Et puis il y aura une introduction de phase parce que le signal est en retard par rapport au signal d'entrée. Tout ça peut être représenté de la manière suivante. Voilà le signal d'entrée. Voilà ce signal rouge, c'est le signal d'entrée mais qui a traversé le système. Et voilà l'effet du système sur ce signal-là. C'est-à-dire atténuation et aussi déphasage. Voilà, entre max et max, voilà, il y a déphasage, ou bien entre 0 et 0, etc. Voilà. Alors maintenant, donc ça c'est au niveau d'une sinusoïde qui a une pulsation oméga donnée. Eh bien, on peut, pour comprendre le système, il faut faire toutes les fréquences sur lesquelles on travaille pour voir quel est l'effet du système sur toutes ces fréquences-là, sur toute cette bande de fréquences. Donc pour prendre un exemple là, ben, je vais considérer par exemple l'impulsion. Voilà l'impulsion, voilà. C'est une raie comme ça là, elle est injectée à l'entrée du système et voilà ce que j'obtiens. Ça, c'est l'impulsion, le système, et ça c'est ce qu'on appelle la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire la réponse du système à une impulsion donnée. Là. Maintenant, pour mieux comprendre l'effet du système ou bien du circuit sur l'entrée, on va travailler dans le domaine de fréquence. Par exemple, là, l'impulsion, quelle est la transformée de la place d'une impulsion? Ben, c'est 1. Voilà, E de F, voilà, ici, j'ai 1. C'est-à-dire que G, c'est une valeur constante, ça veut dire que c'est 1 et toutes les fréquences existent jusqu'à l'infini, entre guillemets. Toutes les fréquences existent là. Tandis que le système là, lui, il est caractérisé par une fonction de transfert. Voilà, par exemple, qui a la forme d'un filtre passe-bas. C'est-à-dire, il laisse passer une bande de fréquence là basse, et au-delà, il coupe. Voilà. Donc, appliquer E de F à ce système-là et chercher S de F est égal tout simplement, dans le domaine de fréquence, c'est le produit de E de F par H, module de H de F, là. Et j'obtiens le S de F.
Voilà, puisque ça c'est égal à 1, donc ça veut dire que S de F est égal directement à H de F. Voilà. Et vous voyez bien que j'envoie un signal qui contient toutes les fréquences, tandis que là, sous l'effet de la fonction, du module de la fonction de transfert dans notre système, les hautes fréquences ont été coupées. Et voilà ce que j'obtiens. Alors, puisque cette impulsion, voilà ce qu'il a comme spectre, et bien le résultat obtenu là à la sortie, ça, et ce spectre-là, voilà la fonction qu'il représente dans le domaine temporel. Donc voilà la réponse du système. Avant qu'on séquence là, j'ai, voilà, c'est 0, et puis là, une impulsion, et après j'ai 0. Là, voilà, il y a l'impulsion, mais le retour, voilà, il se fait de manière très très lente. Pourquoi? Parce que les hautes fréquences qui permettent au système de revenir rapidement à 0 ont été filtrées. Et donc ce sont ces fréquences moyennes et basses qui permettent à la réponse de s'étaler d'une manière douce, voilà, avec le temps. Donc voilà l'effet d'un système, un exemple clair de l'effet d'un système sur une fréquence et ainsi de suite, ou bien sûr tout un spectre de fréquences, ce qui est le cas ici. Alors, étude des systèmes régis par des équations différentielles linéaires à coefficients constants. Donc ça veut dire ici qu'on va essayer d'établir l'équation différentielle et à partir de là prendre ça, transformer de la place. Donc voilà, soit le modèle ci-contre, traduisant la relation entre l'entrée E de t et S de t, voilà. Ben, cette relation avec des conditions initiales nulles, cette relation elle est représentée par cette équation différentielle là. Et puisqu'on étudie un système physique réel, ça veut dire que, eh ben, m, voilà la plus haute, l'ordre le plus haut de la dérivée du signal S de t, c'est m, eh ben, il faut que n soit inférieur à m pour avoir un système physique. Sinon, ça veut dire qu'on étudie tout simplement un système théorique, peu importe ce qu'on va trouver. Alors, par application de la transformée de la place à cette équation différentielle, voilà, ici, on applique la transformée de la place de ce côté et de ce côté-là. Appliquer la transformée de la place ici, on sait que faire une dérivée dans le domaine temporel, ça revient dans le domaine de la place à multiplier par p. Faire une seconde dérivée, ça revient à multiplier par p carré. Ici, j'ai la dérivée m de S de t, eh bien, je vais avoir bm que multiplié par p, la dérivée p à la puissance m, c'est-à-dire p que multiplie p, etc., de S de p. Ici, j'ai une dérivée seconde, donc c'est b2 p carré fois S de p, etc., etc. Et donc, je fais la même chose en ce qui concerne l'entrée, et j'obtiens cette relation-là. Alors, avec toujours des conditions initiales nulles, voilà, pour être plus précis, il faut que la dérivée m est égale, la dérivée de 0 est égale à la dérivée m moins 1, etc., etc. La dérivée seconde de S de t est égale à la dérivée de 0 est égale à S de 0 est égale à 0. Ça veut dire toutes les conditions initiales sont nulles. Et bien, à partir de là, si je mets S de p en facteur et E de p en facteur, je vais obtenir cette relation-là. Et maintenant, eh bien, je n'ai qu'à, c'est-à-dire le S de p, voilà, en fonction de cette expression, que multiplié par l'entrée E de p. Voilà, qu'on peut mettre sous la forme comme étant un numérateur, un polynôme en p, n de p, et au dénominateur d de p. Bien, ce dénominateur-là, représenté par ce polynôme-là, est appelé polynôme caractéristique du système. Polynôme caractéristique du système. Il est possible de factoriser numérateur et dénominateur, et dans ce cas-là, on va obtenir une fonction de transfert sous cette forme-là. C'est-à-dire AN, AM, etc. Et vous avez les produits successifs au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur. Alors maintenant, les racines.
les valeurs qui vont donner au numérateur 0 vont nous donner ce qu'on appelle les zéros. Et la même chose pour le dénominateur, les valeurs de P qui vont nous donner D de P égale 0 s'appellent les pôles. Alors maintenant, application, soit un système linéaire qui est régi par cette équation différentielle là, voilà, égale à d de t sur dt plus e de t. On précise que les conditions initiales sont nulles. Eh bien, la transformée de la place de ce côté est égale à la transformée de la place de l'autre côté. C'est-à-dire ici, c'est 2 fois p à la puissance 3 s de p, p à la puissance 3 s de p, plus 3p carré s de p, plus p plus 1, etc. Et je fais la même chose de ce côté-là. Et maintenant, je n'ai qu'à tirer le rapport S de P sur E de P est égal à P plus 1 sur 2P3 plus 3P carré plus P plus 1. Voilà un système régi par cette équation différentielle. Voilà la fonction de transfert qui lui est associée. Alors, application 2. Donc, soit un système linéaire régi, voilà, la même chose. Le système est régi par une équation différentielle de ce type-là. La transformée de la place va linéariser cette équation et on obtient là. Et je tire le rapport S de P sur E de P et ça va me donner cette équation-là. Donc ici, je suis parti d'une équation différentielle pour définir la fonction de transfert correspondante. Admettons maintenant l'inverse. Supposons que je dispose de la fonction de transfert et que je veux à partir de là trouver l'équation différentielle correspondant à ce système, à la dynamique de ce système. Et bien inversement, on peut déterminer l'équation différentielle d'un système à partir de la fonction de transfert. Donc voilà, dans h de p, on n'a qu'à remplacer la variable p, puisque p c'est quoi? Et il correspond à une dérivée. Multiplié par p, ça veut dire dérivée. P carré, ça veut dire dérivé une seconde fois, etc. Donc on remplace le P par D sur dt. Et donc on va avoir, par exemple, là, supposons que H de P est égal à cette partie-là. Eh bien ça veut dire ici c'est dérivé une fois, dérivé deux fois, une fois, etc. Donc on va écrire S, l'équation différentielle va être obtenue à partir de S sur E. On ne va pas écrire égal parce que ça sera une égalité ce sera un abus d'écriture, donc on va écrire est équivalent, c'est S sur E à P, c'est D sur dt plus 1. P carré, c'est la dérivée seconde dt2 plus dérivée première plus 2. Voilà. Et bien maintenant, on n'a qu'à appliquer cet opérateur à S et appliquer cette partie à E, ce qui nous donne l'équation différentielle de notre système, c'est-à-dire l'équation différentielle correspondant à cette fonction de transfert. Application 3, déterminer la fonction de transfert aux transmittances de ce système-là. À propos, on parle, quand on parle de fonction de transfert, on parle souvent de fonction de transfert ou de transmittance. Mais on parle beaucoup plus de mots, ils veulent dire la même chose, mais on parle beaucoup plus de transmittance lorsqu'il s'agit, dans le cas des signaux systèmes, c'est-à-dire plutôt en électronique. Alors, voilà, on considère un système qui a pour l'équation différentielle là, condition initiale nulle, transformer de la place de ce côté égale transformer de la place là, algébrisation de cette équation différentielle, et voilà la fonction de transfert. Maintenant, prenons un autre exemple, là, soit la fonction de transfert h de p, définie par, et on vous demande de déterminer les pôles. C'est quoi les pôles? C'est-à-dire les racines du dénominateur. Comme ici, on a présenté le dénominateur directement sous forme de produit, donc c'est facile. Et bien, quelles sont les racines de ce dénominateur? Ben, p égale 0, p égale moins 1, p égale moins 4. Déterminer pas dans un autre exemple les pôles et les zéros de h de p est égal à cette expression. Donc les zéros, eh bien, ce sont les racines du numérateur. Ça veut dire que je vais avoir p égale moins 2. Voilà, j'ai un 0. Ici, le p carré plus 4p, eh bien, si vous calculez le delta et vous trouvez les racines,
ben, on va trouver que les pôles sont, on va trouver P égale à 1 et P égale à 5. Ça veut dire ce terme-là est égal à P moins 1 facteur de P moins 5. Donc, les racines des dénominateurs, ou bien les pôles, sont donc 1 et 5. Alors, forme canonique de la fonction de transfert. Toute fonction de transfert peut être exprimée sous une forme canonique. Donc, je prends le cas général. H de P est égal à cette expression-là. Voilà. Donc, pour la rendre sous une forme canonique, plus simple à étudier, on verra ça ultérieurement. Donc, qu'est-ce que je mets? Eh bien, si je mets par exemple ici A0 en facteur là, et B0 en facteur là, donc je vais avoir ici 1, ici 1, et je vais avoir A0 sur B0 facteur de 1 plus AN sur A0, etc. Ici BM sur B0, donc on va les appeler A1', AN', B1', etc., etc. Voilà. Et ici, je mets P, voilà, je mets P à la puissance alpha en facteur. Voilà, c'est le plus grand, le haut degré, c'est P à la puissance M. Donc si je multiplie P à la puissance alpha par ce terme-là, je vais avoir P à la puissance M moins alpha, plus alpha, ça veut dire P à la puissance M. Donc K, c'est le A0 sur B0 qu'on a factorisé là. Donc c'est le gain statique du modèle. C'est le gain lorsque P tend vers 0. Il est égal à A0 sur B0 dans ce cas. Alpha, c'est ce qu'on appelle la classe du système. Alpha là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle quand on a un terme du type 1 sur P, ça s'appelle intégration. Et si j'ai ici au lieu de alpha, j'ai 1, ça veut dire que j'ai une intégration. Si j'ai deux intégrations, etc. Donc alpha, c'est la classe du système qui détermine le nombre d'intégrations du système. M, voilà, ce M-là, comme on a vu, c'est l'ordre du système avec toujours, pour un système physique, M est supérieur à N. Alors, application, prenons un exemple là, soit H de P égale, voilà, et puis on cherche à la rendre sous cette forme-là. Voilà. Donc, c'est-à-dire K sur P à la puissance alpha, P multiplié par, voilà, donc ici, comme présenté là, puisque je n'ai rien changé, ça veut dire que alpha est égal à 0. Mais maintenant, je vais trouver la valeur de alpha. Donc, je vais mettre ici le 2 et le 3 en facteur. Je vais avoir 2 tiers. Donc, mon K, il va être égal à 2 tiers. Et ici, qu'est-ce que je peux sortir? Qu'est-ce que j'ai? P au carré. Puisque je peux sortir P au carré là. Donc, ça va rester ici 1, ici P, et ici P à la puissance 3. Voilà. Donc, voilà. Donc, la classe de notre système, c'est 2. Il a 2 intégrations. Et voilà le gain statique, c'est 2 tiers, et alpha est égal à 2. Alors, réponse fréquence temporelle et fréquentielle des systèmes. C'est ce qu'on a vu dès le départ pour expliquer l'effet d'un système sur un signal d'entrée. Donc, entrée, impulsion, réponse, sortie, réponse impulsionnelle, voilà. Et, ça, c'est dans le domaine temporel. Ici, c'est dans le domaine fréquentiel. Et c'est ce qu'on a vu par avant. Donc, seulement ici, quand il s'agit de la réponse temporelle, ici, la réponse fréquentielle est égale à quoi? Est égale à, directement au produit de E de F, du modèle de E de F par le module de H de F, voilà, et on obtient S de F. Tandis que là, lorsque j'ai l'entrée E de T et la réponse impulsionnelle H de T, donc la sortie S de T, c'est quoi? C'est le produit de convolution de E de T par H de T, qui est par définition égal à E de T, H de T manteau, D taux. Donc voilà comment obtenir la réponse d'un système à partir de l'entrée et de la réponse impulsionnelle lorsqu'on est dans le domaine temporel, ou bien la réponse, le spectre réponse du signal réponse en fonction de la fonction de transfert et du signal excitation, du spectre du signal excitation. Fonction de transfert complexe. Ben, la fonction de transfert complexe d'un système est utile
lors de l'étude des réponses du système à une entrée harmonique. C'est ce qu'on avait au départ. Ça veut dire, eh bien, on veut établir disons, un relevé qui nous donne l'effet sur toute une bande de fréquences, l'effet du système sur le signal d'entrée. Ben voilà, par exemple, ici j'ai mon système, une tension d'entrée là, je vais obtenir tension de sortie là, donc oméga, parce que c'est très important, parce que l'effet, ou bien la dégradation, ou bien le changement du signal d'entrée par rapport aux sorties, c'est à une fréquence donnée. À chaque fréquence correspond un effet propre à cette fréquence pour ce système donné. Donc soit oméga, une pulsation définie en radians par seconde, on suppose que oméga est une fonction est une pulsation. C'est-à-dire que H de G oméga, on peut associer une pulsation oméga. On appelle l'amplitude de H, c'est le module de H de G oméga. Voilà. Donc, le module de H de G oméga, c'est quoi? Eh bien, c'est le signal de sortie, le module du signal, de la représentation complexe du signal sortie sur la représentation complexe du signal d'entrée. Donc, voilà par exemple là, l'entrée comme on a vu auparavant, et voilà la sortie. Alors, la bande passante, donc, quand je vais obtenir cette réponse en fonction de la fréquence, c'est quoi la bande passante? Eh bien, on définit, c'est une convention, on définit la bande passante, la bande de fréquence F, vérifiant le module de, c'est-à-dire toute la bande, depuis le départ jusqu'à la valeur pour laquelle module de H de oméga est supérieur ou égal à H max divisé par racine de 2. Voilà, par exemple, ici, voilà la réponse de mon système. Donc on voit que entre là et là, voilà, pratiquement, mais ça c'est la courbe asymptotique, et ça c'est la courbe réelle, c'est-à-dire voilà, il fait comme ça là. Voilà, donc entre là, la bande passante c'est entre là et là, c'est-à-dire le maximum de la fonction de transfert du module de S, il est là. Et puis quand on arrive là, le module se trouve, le module direct, il se trouve divisé par racine de 2. Si on prend le module, le gain en, ce qu'on appelle le gain en dB, et bien ici, le gain en dB, ça veut dire ici c'est le maximum moins 3 dB. Et on verra plus tard en ce qui concerne la phase. Donc la représentation, elle peut se faire à l'aide du lieu de bande. Il y a la courbe de gain. Voilà, vous savez, ici on assiste le gain l'échelle logarithmique de la fréquence. Ici, on a une échelle linéaire, voilà, et la même chose pour la phase. Donc, j'ai une échelle logarithmique. Combinaison des fonctions de transfert. C'est-à-dire, supposons que j'ai un système, il est composé de blocs d'une première fonction de transfert, une deuxième et une troisième. Ça veut dire que le signal E de t va traverser la première fonction de transfert et donc il va nous donner E1 de t. C'est quoi E1 de t? C'est le produit de convolution de E de t avec H1 de p. Et ce E1 de t, il est injecté à l'entrée de la deuxième fonction de transfert, deuxième système, ils vont me donner E2, etc., etc. Ça veut dire, comme ils sont mis en série, parce que à quoi est égal E1 de t est égal à H1 fois E de t. Et à quoi est égal E2 est égal à H2, E de t est égal à H2, E2 de p est égal à H2 de p fois E1 de p. Et E1 de p est égal à H1 de p fois E de p. Donc ça veut dire que c'est le produit des HI de p. Donc il faut noter ce problème cette erreur d'écriture. Ici c'est le produit des HI de p. Ça veut dire voilà H1 de p fois H2 de p fois etc. Voilà la bonne réponse là. Donc c'est le produit des HI de p. Ça veut dire que si je peux représenter tout ce bloc là par une seule fonction de transfert H de p,
LT, ou bien H équivalent de P, voilà, est égal au produit des fonctions de transfert mises en série. Voilà. Maintenant, fonction de transfert parallèle. Et bien voilà, j'ai une entrée E de P, et puis, voilà, je donne un E de P ici, là et là. Et comme E de P, E1, c'est la même entrée, E1 est égal à E2, est égal à En, etc. Et puis, à la sortie, j'ai la sommation des sorties là. Voilà. Donc, comme ici, S1 de P est égal à H1 de P fois E de P, puisque E1 égale E2 égale En égale E, donc S1 est égal à H1 fois E, S2 est égal à H2 fois E, etc. Donc, on peut mettre E en facteur. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, la somme S de P est égale à la somme de S et de P. Donc, fonction de transfert parallèle, voilà, c'est-à-dire les fonctions de transfert H1, H2 jusqu'à Hn sont en parallèle, voilà. Donc S1 de P est égal à et E, bien qu'on écrit E1, E2, E3, et bien E1 est égal à E2 est égal à E3, voilà. Donc S1 de P est égal à H1 fois E, S2 est égal à H2 fois E, etc. Donc S H équivalent c'est quoi? Et bien c'est S divisé par E de P. Et comme S est égal à quoi? Et bien est égal à E en facteur de H1 plus H2 plus etc. etc. Donc là, le H équivalent est égal à S de P est égal à la somme, voilà, des HI. Voilà, comme indiqué ici. Voilà. Et là aussi c'est une petite erreur, donc il ne faut pas en tenir compte. Donc je répète, pour les fonctions de transfert mises en série, ben le H équivalent est égal au produit des H. Et pour les H mis en parallèle, avec le même signal d'entrée, ben est égal à la somme. Voilà. Maintenant, fonction de transfert, exemple de fonction de transfert série. Voilà un exemple. Par exemple, j'ai ce signal E de T. Et bien, j'ai trois fonctions de transfert en série. Donc, je l'injecte à l'entrée là. Il y aura l'effet de cette fonction de transfert sur ce signal-là. Donc, je vais obtenir la sortie SA égale à 1, sinus oméga. Il y aura atténuation et introduction d'une phase. La même chose, ce signal lui-même introduit ici, il va subir une autre dégradation, une autre atténuation et une autre phase. Donc on va l'appeler A2 sinus oméga t plus phi2 et la même chose pour le signal à la sortie du système. Donc pour traduire ça en spectre, c'est pour mieux comprendre, eh bien, ce signal-là, c'est une sinusoïde, il a une fréquence donnée, une pulsation donnée, par exemple F0. Donc voilà son amplitude et voilà sa fréquence F0. Sa phase est nulle. Voilà. Donc on va la prendre comme référence de phase. Maintenant, eh bien, le signal qui va sortir de là, ce signal-là, quand il va sortir là, il aura subi une dégradation d'amplitude et une introduction de phase. Donc voilà, la fréquence elle est toujours la même. Elle ne change pas. Voilà. Donc je vais obtenir une sinusoïde qui a la même fréquence, mais qui a une amplitude A1 plus petite que A, avec une introduction de phase. La même chose pour A2, Phi2 et A3, Phi3, etc., etc. Alors maintenant, exemple de fonction de transfert parallèle. Donc j'ai à l'entrée un signal sinusoïdal, sortie somme de sinusoïde, voilà, j'ai ce signal comme entrée. Voilà. Et j'ai trois fonctions de transfert en parallèle. Voilà. Donc S1 de T c'est quoi? C'est E de T, c'est E de T avec une atténuation et une introduction de phase. Voilà. Pour H1 de P. Pour la même entrée, eh bien, H2 va jouer son rôle, il aura son effet, et on obtient ça. Et la même chose là. Et quand on va faire la somme, qu'est-ce que je vais obtenir? Là. Donc je vais obtenir la première sinusoïde. Voilà. Il a son amplitude et sa phase. Par exemple là, la courbe rouge. Voilà. La deuxième, c'est une deuxième sinusoïde. Voilà, par exemple, c'est S2, voilà,
avec son amplitude, ça faisait la même chose pour la troisième. Maintenant, ça, ce sont les sinus qu'on a obtenus au sorti de ces fonctions de transfert. Quand on va les additionner là, voilà, donc ça veut dire c'est additionner S1 plus S2 plus S3, c'est-à-dire ces trois courbes-là, eh bien on va obtenir une forme comme ça là. Voilà. Ça veut dire tout simplement que quel est le spectre de cette forme-là? Eh bien, je vais avoir ces trois raies avec des phases différentes. Donc S1, résultat de l'effet, c'est-à-dire S1 de H1 sur E, l'autre c'est l'effet de H2 sur E, etc., etc. Voilà pour cet exemple parallèle. Maintenant, exemple de fonction de transfert parallèle. Au lieu d'avoir une seule entrée sinusoïdale, c'est-à-dire la même sinusoïde, on va introduire des sinusoïdes de fréquences différentes. Donc voilà, sortie. Donc j'ai première sinusoïde, deuxième, troisième. Et on a pris S1 égale 200 Hz, l'autre c'est S2, c'est la fréquence 2 fois celle-là, et là, la fréquence 3 fois celle d'entrée. Et bien on va les appliquer là. Donc, qu'est-ce qu'il y a remarqué? D'abord, on va pas obtenir à la sortie une sinusoïde, parce que j'ai la somme, j'ai la somme de trois sinusoïdes de fréquences différentes. Donc, voilà, je vais obtenir par exemple la première, la deuxième, la troisième, etc. Et bien quand on va effectuer l'addition, voilà le signal, résultat que je vais obtenir. Donc ici, je reviens là. J'ai trois sinusoïdes. Quel est le spectre de cette sinusoïde? C'est une, voilà, elle est là, elle a cette fréquence. La deuxième, voilà, l'amplitude est faible et la fréquence est deux fois celle-là. Donc voilà l'amplitude faible et la fréquence est deux fois celle-là. Voilà, c'est-à-dire comme ça et comme ça. Et puis l'autre, l'amplitude est un peu plus grande que la deuxième, là, que celle-là, mais de fréquence trois fois la première. Donc voilà la première, une fois, deux fois, trois fois. Voilà. Donc ce signal-là, voilà son amplitude et voilà sa fréquence-là. F1, F2, F3. On suppose que les HP, les fonctions de transfert HI de P, ont une fonction ont un lieu de Bob, ont une réponse fréquentielle de cette forme-là. C'est-à-dire qu'il y a une bande passante et après, il y a atténuation. Eh bien, j'obtiens ce signal-là. Donc ce signal-là, quel est le contenu spectral de ce signal-là? Eh bien, puisque c'est la somme des trois là, voilà, avec l'effet de H1, H2 sur les unes et les autres, eh bien, ça veut dire que je vais trouver la 200 Hz, la 400 et la 600. Voilà. Donc, les fréquences sont là, mais lorsqu'on les additionne, les amplitudes sont différentes. Alors, sur ce se termine cette partie-là, sur la notion de fonction de transfert. Eh bien, comme d'habitude, la chaîne attend vos commentaires, vos remarques et vos questions, mais aussi on attend d'avoir le plaisir de voir vos likes, vos abonnements et vos partages. Merci et à plus.